Chapitre 42. Nouvelle vie. Bastian. Avril 1948. Après notre installation à Nanterre, nous avons trouvé notre rythme. Moi au laboratoire de Puteaux et Adeline à la PMI de Nanterre où elle est chargée des suivis de grossesse. L'un comme l'autre, nous sommes très occupés en semaine, mais le week-end, nous le passons au Havre, à la Villa Bertrand. Thomas dort désormais dans sa propre chambre, que ce soit à la maison ou à la villa du Havre. Il se considère comme un grand, surtout depuis qu'il sait que nous voulons lui donner un petit frère ou une petite sœur. Comme prévu, Amélie est venue en région parisienne et suit des cours du soir de sténodactylo, tout en étant vendeuse dans un grand magasin. Et elle n'est pas la seule à s'être installée non loin de nous, puisque Johan travaille désormais à Boulogne-Billancourt. Ils ont vécu chez nous tour à tour jusqu'à ce qu'ils puissent s'offrir un garni, chacun de leur côté. Nous nous retrouvons tous les quatre au moins un soir par semaine, et Amélie revient au Havre un week-end sur 2. Elle s'est mise à l'allemand avec beaucoup d'assiduité. Et pour le mettre en pratique, elle a interdiction de parler français lors de nos dîners hebdomadaires ou bi-hebdomadaires. Emilia a accouché le 21 janvier d'une petite fille, prénommée Monica. Elle a dû se passer des services d'Adeline pour cette naissance. Nos obligations professionnelles à l'un et à l'autre ne nous permettent pas de venir en Allemagne pour un événement dont la date ne peut être prévue avec précision. D'ailleurs, Monica est arrivée avec une semaine d'avance. Après mon 34e anniversaire, qui est aussi le 3e de Thomas, le dernier week-end d'avril, nous sommes retournés en Allemagne pour le mariage d'Éric, dont j'étais le témoin. Nous sommes partis tous les deux, moi et Adeline, laissant Thomas à la garde de Josette. L'un comme l'autre, nous nous sentions gênés pour la jeune femme d'Éric, qui, vis-à-vis d'elle, se montre courtois et attentionné. Mais il est visible à l'œil nu que s'il éprouve de l'affection envers elle, il n'en est pas amoureux. Cornelia elle-même n'a pas l'air plus éprise de lui. Seuls les parents des mariés semblent satisfaits. Les deux époux sont du même groupe socio-professionnel et tous leurs critères sont respectés. Fortune, respectabilité de l'activité professionnelle, santé, réputation, honorabilité et bien sûr aspect physique, reliquat du nazisme. Combien de temps une telle union peut-elle durer? Comme je l'ai dit à Éric, je n'imagine pas un mariage sans amour. Dans ce type de relation, animée par aucune étincelle, même en temps ordinaire dans un couple fidèle, avec le temps, au moins l'un des partenaires risque de sombrer dans l'ennui et de décider finalement d'aller vivre ailleurs l'expérience de la passion. Dans le cas de mon ami, l'expérience de la passion avec une autre a précédé son mariage. Qui plus est, Adeline et moi sommes en porte-à-faux vis-à-vis de Cornelia, puisqu'Éric vient à Paris au minimum tous les 2 mois pour y retrouver Amélie. Il a un prétexte tout trouvé depuis qu'il s'intéresse aux réalisations de l'architecte français Jean Prouvé en ce qui concerne l'habitat industriel. Quand je pense que dans l'engagement du mariage, il y a l'amour et la fidélité, alors qu'entre les 2 nouveaux mariés, il n'y a ni l'un ni l'autre, du moins du côté d'Éric. À l'occasion de ce mariage, nous retrouvons Gerhardt, invité par Éric. Le marié a néanmoins tu la désertion de notre jeune ami qui, de son côté, n'évoque notre camaraderie auprès de la famille Bauer que jusqu'à la période du Havre. Le Bavarois reste d'ailleurs la plupart du temps avec nous, évitant certains invités aux idées trop fascisantes pour lui. Adeline et moi nous revoyons quelques mois auparavant, quand nous étions en train d'échanger notre serment, lorsque nous avions scié nous aussi une bûche. Nous revivons ces émotions d'alors. Des émotions que ne semblent pas ressentir les nouveaux époux. Mais cette fois, nous ne sommes pas les vedettes, et nous ne sommes donc pas accaparés comme l'année dernière, même si ma merveilleuse femme attire tous les regards avec son visage de Madone et son sublime corps moulé dans ce tailleur vert pâle, un corps qui n'appartient qu'à moi. Nous profitons l'un de l'autre pendant chaque moment de ce week-end, pendant le Polterabend en cassant la vaisselle à mener, pendant la réception avec nos mains entrelacées, en dansant le plus souvent ensemble, sauf quand Gerhardt m'enlève Adeline pour du swing, du jitterbug ou autre boogie-woogie. Et comme nous sommes tous les deux,
Par-dessus tout, nous jouissons de notre intimité pendant la nuit, y compris dans le train de nuit à l'aller. Nul doute qu'il en sera de même au retour. Le soir de la nuit de noces d'Éric, Adeline et moi sommes encore soudés l'un à l'autre, et elle ne semble pas décidée à ce que nos corps se séparent. « Mon amour, j'ai quelque chose d'important à te dire, » lance-t-elle d'un air sérieux. Cet air un peu trop grave m'inquiète un peu, pendant un bref instant, car je vois un sourire se dessiner sur ses lèvres que j'ai sans cesse envie d'embrasser. Non, ça ne peut pas être une mauvaise nouvelle. Ma petite Française adorée dépose un baiser léger sur mes lèvres. J'ai déjà, commence-t-elle en effleurant ensuite mon cou de ses lèvres, 3 semaines de retard. Schatz, tu es enceinte? J'en ai bien l'impression, chérie. Et d'après mes calculs, je devrais accoucher pour le réveillon de Noël. Je reste un moment ébahi avant de me reprendre. Je roule sur ma belle Adeline et j'ancre mon regard dans le sien. C'est le plus beau cadeau que je pouvais espérer pour Noël. Et cette fois, je vais pouvoir voir ton ventre s'arrondir et être près de toi pour la naissance. Mais ce que je ne dis pas, c'est que j'ai aussi encore très envie d'elle. Mais elle comprend très vite mes intentions, puisque ce désir est partagé. Adeline, décembre 1948. Notre fille est née le 16 décembre, jour de la Sainte-Alice, et c'est tout naturellement que Bastien et moi avons décidé de l'appeler ainsi. De toute façon, ce prénom faisait partie de la liste que nous avions établie chacun de notre côté. Alice, Magdalena, Jeanne est née au Havre comme son frère. Mais contrairement à 4 ans auparavant, son père a été présent d'un bout à l'autre de ma grossesse. Mon mari est vraiment un homme merveilleux. Je n'ai jamais vu un futur père vivre la grossesse de sa femme comme Bastien. Je me rappelle encore le jour où je lui ai fait écouter le cœur de notre bébé, comme je l'avais fait avec Emilia et Manfred. Et il y a eu aussi la première fois où il aperçut ses mouvements. Chaque soir, lorsque nous étions au lit, il les guettait, se réjouissait de recevoir un coup de pied à travers mon ventre. Il parlait à sa fille, tout en effleurant la peau de mon ventre légèrement renflé, car, contrairement à ce qu'il croyait, j'ai tardé à m'arrondir. Ces effleurements n'étaient pas sans effet sur moi. Notre couple a toujours été très soudé dès le départ. Nous n'avons jamais répugné à parler de sexe entre nous, à commencer par les moyens de limiter le nombre de grossesses, ce qui de nos jours reste tabou. Le désir que nous ressentons l'un pour l'autre n'a pas fléchi pendant la grossesse. Bien au contraire, c'était l'assurance de pouvoir nous aimer sans nous restreindre aux périodes sans risque de fécondation, sans coitus interruptus ou sans préservatif dont Bastien n'est pas un fervent utilisateur. Comme pour Thomas, j'ai préféré accoucher à la maison, enfin à la villa. Je m'y suis donc installée dès le week-end de l'Avent. Je ne voulais courir aucun risque, me souvenant que mon premier accouchement était survenu avec plus de 3 semaines d'avance. Bastien me rejoignait chaque week-end. Je sais qu'il lui en coûtait que nous soyons séparés en semaine, d'autant qu'il se retrouvait seul, puisque Thomas était avec moi. Lorsque j'ai ressenti les premières douleurs, je l'ai appelé au laboratoire à 8 heures du matin. L'amour de ma vie n'a pas hésité un instant. Il a pris un congé et a sauté dans sa voiture pour me rejoindre au plus vite. Cette fois, une ancienne collègue de la maternité était là pour m'assister. J'avais connu Faustine Kohler pendant mes études de sage-femme à Rouen. Sa famille juive alsacienne était arrivée au Havre en 1871, après la défaite de la France et le rattachement de l'Alsace et de la Lorraine à la Prusse, espérant partir pour les États-Unis. Mais l'arrière-grand-père de Faustine était mort avant leur embarquement, laissant seul sa femme et son fils de 2 ans, le grand-père de mon ami. Cette famille était restée au Havre et le père de Faustine avait grandi dans la cité Océane avant de partir faire ses études de médecine à Rouen, où il avait rencontré sa femme. Faustine avait suivi son frère en Angleterre en 1940, juste après son diplôme. Lui pour rejoindre les FFL, elle pour rejoindre le corps féminin des FFL et exercer plus comme infirmière que comme sage-femme. Leurs parents étaient restés en France, croyant à tort y être à l'abri. Faustine
avait été envoyé aux États-Unis en 1943 pour intégrer une unité créée par une ancienne infirmière américaine de la Grande Guerre. Cette unité, appelée les Rochambeaux, avait pris la direction du Maroc pour rejoindre la 2e division blindée. Les recrues y avaient suivi une préparation militaire intense. Pendant que son frère avait débarqué le 6 juin 1944 en Normandie, Faustine était revenue en France avec la 2e DB en août 1944, faisant face avec ses camarades à la fureur des combats. Aux commandes de leurs ambulances Dodge WC-54, ces infirmières intervenaient en première ligne. Les Rochambeaux évacuaient les blessés, les prenaient en charge et leur prodiguaient les premiers soins. De Paris à Strasbourg jusqu'au nid d'aigle d'Hitler, ces courageuses infirmières avaient accompagné l'épopée de la division Leclerc. Faustine était revenue au Havre après l'armistice et nous avions renoué notre amitié. Il lui avait fallu du temps pour s'habituer à l'idée que le père de mon fils était allemand, à comprendre que moi, une résistante, j'avais pu tomber amoureuse d'un Boche. Mais mon père avait une fois de plus été un bon avocat et avait mis en avant les opinions anti-nazies de la famille de Montbastian. Je lui avais moi-même raconté ce que Bastian avait vécu avec Naomi. Le charme de mon grand amour avait fait le reste et opéré sur Faustine lorsqu'elle l'avait rencontré en 1947. Bien sûr, le jour de la naissance d'Alice, mon père n'était pas loin, ainsi que Josette. Mais celui que je voulais près de moi était Bastian. Il était la principale raison pour laquelle je ne voulais pas accoucher à la maternité. Je savais que si j'accouchais dans une maternité, que ce soit à Nanterre ou au Havre, Bastian n'aurait pas eu le droit d'être près de moi. En général, les médecins n'aiment pas que les pères, vus comme des obstacles à leur travail, soient présents durant l'accouchement, et les hôpitaux leur interdisent l'accès aux salles de travail. Craignent-ils d'être jugés dans leur pratique et de perdre leur autorité? Moi, je voulais que Bastian soit présent, et j'étais certaine que tout se passerait bien s'il était là. Lui aussi le souhaitait. D'autre part, comme pour Thomas, je ne voulais pas que mon bébé ne reçoive que de l'eau sucrée pendant 24 heures. Je voulais l'allaiter aussitôt, comme son frère. Il m'importait aussi d'être libre de mes mouvements et, au besoin, d'accoucher dans la position qui me conviendrait. Et, par-dessus tout, je refusais d'être séparée de mon bébé un seul instant. C'est avec soulagement que j'avais vu Bastien arriver un peu avant midi. Il ne m'avait pas quitté un seul moment jusqu'à l'arrivée d'Alice, me tenant la main, me passant un linge humide sur le visage pour le rafraîchir, m'accompagnant dans la respiration. Si lorsque Thomas est né, je l'avais invoqué dans mon imagination, cette fois, il était bien là, ses yeux ancrés dans les miens pour me communiquer tout son amour et sa force. Faustine, comme moi, est favorable à la méthode de Dick Red d'accouchement naturel. Selon ce dernier, grâce à l'éducation et à la relaxation, nous, les femmes, pouvons surmonter ce qu'il appelle le cycle peur, tension, douleur et travailler confortablement sans avoir recours à une intervention médicale, et ce, grâce à une préparation au travail. Cette préparation des femmes enceintes consiste en instructions détaillées dispensées par un médecin ou une sage-femme sur la physiologie de la grossesse et de l'accouchement, la nutrition, l'exercice, l'hygiène et les soins aux nourrissons. S'y ajoutent des exercices de relaxation afin d'apprendre à discipliner les émotions, à accepter la perspective du travail de manière positive et à considérer le rôle actif de la mère dans la réussite de l'accouchement. Dans les mois précédant l'accouchement, comme pour Thomas en 1945, j'avais pratiqué des exercices quotidiens de relaxation. Mais cette fois, Bastien était là pour m'aider à me détendre et gérer la douleur. Et c'est lui qui a eu la main broyée, pas Josette. En tout cas, la douleur a été maîtrisée jusqu'à un certain point, et surtout, elle a été vite oubliée quand notre bébé est enfin sorti de mon ventre et a poussé son premier cri. L'émotion de Bastien a été à son comble lorsqu'il a vu ce petit bout de femme posé sur moi, cherchant mon mamelon pour téter, et plus encore lorsqu'il l'a enfin tenu dans ses bras. Et la première visite que nous avons reçue a été celle de mon père et de Thomas. Notre fils avait été intégré à l'attente du bébé dès le départ. Lui aussi avait eu le droit d'entendre le cœur du bébé et de percevoir ses premiers mouvements, comme Bastien. Lorsqu'il a vu sa petite sœur pour la première fois, il s'est apparemment senti investi d'une mission, celle de la protéger. Depuis hier, la famille de Bastien est arrivée à la villa,
pour faire connaissance avec Alice et pour les fêtes de Noël. Thomas a fait plus ample connaissance avec sa cousine Monica, qui d'ici à un mois va avoir 1 an. Elle n'est pas loin de marcher. Nous n'avons pas revu notre famille allemande depuis l'été. Mon père et mon beau-père ont enfin fait connaissance, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils s'entendent très bien. Heureusement, le père de Bastien parle très bien le français. C'est le cas de Stéphane et d'Emilia également. Cette dernière passe d'ailleurs beaucoup de temps avec Josette en cuisine, au prétexte d'apprendre la cuisine française, pendant que Manfred s'occupe de Monica. 24 décembre 1948. Ce soir, les Cottard nous ont rejoints, ainsi qu'Amélie, flanquée de Johann, et Faustine, à laquelle j'ai demandé de venir. Avec Esther, Marie, Thomas et Monica, il y a plus d'enfants dans la villa qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Le sapin a été dressé dans la salle à manger et les 3 plus grands nous ont aidés à le décorer. Depuis l'année précédente, nous utilisons une guirlande électrique pour remplacer les bougies. Bastien trouve cela moins risqué. Il n'a pas tort. Et en ce qui concerne les incendies, nous avons eu notre dose au Havre en 1944. Notre sapin n'en est pas moins beau. Et le hou cueilli dans le jardin a permis de décorer la salle et le grand salon de la villa. Il n'y a que dans le salon bibliothèque où j'ai dérogé aux traditionnelles couleurs de Noël, le vert et le rouge. Je mets toujours des fleurs jaunes dans cette pièce, et en ce moment, un énorme bouquet de jasmin d'hiver y a pris place. Emilia a réalisé avec Josette des biscuits de Noël, selon la tradition allemande. Elle a aussi amené un Lebkuchen, une espèce de pain d'épices avec de nombreuses épices, du miel, des noix, et recouvert d'un glaçage, ainsi qu'un Stollen, le gâteau de Noël traditionnel fait d'épices, de farine, de noix, de fruits secs et de fruits confits hachés. Flanqué de Thomas, Jean est allé dans le potager récolter les légumes qui vont accompagner les oies élevées par ses soins. Mon fils aime bien s'occuper du jardin avec le vieil homme. Comme chaque année, Jean a aussi tué le cochon pour faire du boudin blanc, du boudin noir, des saucisses, du pâté de tête, du pâté de foie, du pâté de campagne, du jambon. En outre, les récoltes ont été supérieures à l'année précédente au jardin, tant en légumes qu'en fruits. Josette a fait un grand nombre de bocaux de conserve et de pots de confiture ou de gelée. Ce réveillon est le meilleur que nous ayons vécu depuis longtemps. Jean est détendu depuis qu'il sait qu'Éric s'est marié en Allemagne. S'il savait. Il n'est pas inquiet non plus de voir la bonne entente qui règne entre Amélie et Johann, puisque celui-ci a annoncé qu'il a fait la connaissance d'une jeune femme qu'il envisage sérieusement d'épouser si elle est d'accord, ce qui semble être le cas. Bref, bien que dans la villa il y ait autant d'Allemands que de Français, l'ambiance est au beau fixe. J'ai pu revêtir une robe que j'avais déjà mise pour l'occasion, car j'ai retrouvé rapidement ma silhouette d'avant-grossesse, ou presque. Du moins, j'ai réussi à me glisser dans cette superbe robe rouge à manches 3/4 avec son décolleté en cœur. L'ampleur de la jupe dissimule mon ventre et pas encore tout à fait redevenu plat. Il est vrai que je n'ai accouché que depuis 1 semaine. En tout cas, mon cher mari adore, surtout le décolleté qui fait pigeonner ma poitrine un peu plus volumineuse que d'habitude, allaitement oblige. Il me trouve toujours sublime quoi que je porte, et surtout si je ne porte rien d'ailleurs. Je dois le croire, car ses yeux ne mentent jamais, et au vu des regards admiratifs qu'il darde sur moi, je dois quand même être pas mal, parce que les autres ont l'air d'approuver aussi. C'est la première fois aussi depuis la guerre que nous pouvons nous rendre à la messe de minuit, du moins pour ceux qui souhaitent y aller. Les Cottard restent à la maison, ainsi que Faustine et les Béchés, qui vont s'occuper de Thomas, d'Alice et de Monica. L'avantage, c'est qu'au retour, nous n'avons qu'à nous mettre les pieds sous la table, puisque tout est prêt. Les enfants, qui ont fait une bonne sieste, sont impatients de savoir si le Père Noël va leur apporter quelque chose. Nous ne nous éternisons pas trop à table. Les enfants attendent et franchement, nous n'avons pas envie de les faire lanterner jusqu'au matin. Nous avons tous hâte de les voir déballer leurs cadeaux que Johann a amenés sous le sapin, pendant que chaque maman emmenait sa progéniture se laver les mains. Bien sûr, j'ai immortalisé le moment de l'ouverture des cadeaux sur la pellicule, tout comme Bastien a voulu aussi me photographier en train d'allaiter Alice. Il ne se lasse pas de ce spectacle dont il n'a pu profiter avec Thomas. La guerre ne lui avait pas laissé le choix, mais désormais, nous ne nous quitterons plus jamais. Nous avons fini cette soirée avec des chants de Noël,
Bastien au piano et moi au violon. C'est ainsi que ma belle famille a pu constater la réalité de ce que mon mari leur avait annoncé l'année précédente à son retour de Caen. Seule Amélie a l'air songeuse. Je devine qu'elle pense alors à Éric, sans doute en train de vivre ce Noël auprès de sa femme. Lorsque nous rejoignons notre chambre, Thomas dort profondément dans son ancien petit lit que nous y avons rapatrié, car son grand-père paternel occupe sa chambre provisoirement. Alice, quant à elle, dort dans son berceau. Tous les autres se sont partagés les chambres de l'étage, sauf Marie et Esther, qui dorment sous les combles dans l'ancienne chambre qu'elles avaient occupée avec Anna. Cette fois, c'est Faustine qui dort avec elle. Amélie a eu un coup de blues ce soir, dit Bastien. Elle devait penser à Éric en train de passer la soirée avec sa femme et sa famille. À mon avis, il a très certainement pensé à elle aussi. Qu'est-ce qui te fait croire ça, mon amour? Quand j'étais séparée de toi, je pensais à toi sans arrêt. Tu me manquais tant. Et Éric aime vraiment Amélie. Son mariage n'est pas très heureux. Il ne pensait pas que ce serait à ce point. Bien sûr, à l'évocation de son manque pendant notre séparation de 3 années, je me rapproche encore plus de lui. Le sentir contre moi me procure toujours un bien-être profond. Je plonge mon visage dans son cou pour humer son parfum et pour l'effleurer de mes lèvres. Puis je cale ma tête sur son épaule. « Il t'en a parlé ?» demandai-je curieuse. Il n'a pas envie de faire quoi que ce soit avec Cornélia, et les rares fois où il a couché avec elle, c'était pour ne pas éveiller les soupçons. S'il couche avec elle 1 fois par mois, c'est le maximum. En plus, il utilise des préservatifs, tant il a peur de se trouver piégé s'il lui fait un enfant. Cette nouvelle me laisse pantoise. Quelle femme trouverait ce genre de situation normale? Même la pire des saintes nitouches, qu'elle soit allemande ou française, se douterait de quelque chose, ne serait-ce qu'en parlant avec sa mère ou avec une amie mariée. Cornélia va finir par se douter de quelque chose. Oui, surtout que les parents d'Éric insistent pour avoir un petit-fils ou une petite-fille. Or, il n'arrive à faire l'amour à sa femme que s'il pense à Amélie. Et un de ces jours, c'est Amélie qui va se retrouver enceinte, car elle est la seule dont il a envie. J'ai bien du mal à imaginer une vie de couple aussi étrange. Si Bastien ne me touchait plus, j'aurais immédiatement des doutes. Heureusement, ce n'est pas le cas. Ce serait même plutôt l'inverse. Nous sommes accros l'un à l'autre. Le moindre contact entre nous déclenche notre désir. Je fais part de mes réflexions à Bastien. Soit Cornélia va se douter qu'il a une maîtresse, ou alors qu'il aime les hommes. Ce qui reste un crime en Allemagne, si je ne m'abuse. Comme en France d'ailleurs. Même si les peines sont beaucoup moins sévères, puisque le gouvernement actuel n'est pas revenu sur la pénalisation de l'homosexualité instituée par Vichy. Quoi qu'il en soit, ça va devenir invivable, si ça ne l'est pas déjà. En tout cas, il y en a 2 qui ont passé une bonne soirée. Ce sont Stéphane et Faustine. Ces 2-là n'ont pas arrêté de discuter gaiement tous les 2. D'ailleurs, les conversations avec Stéphane ne peuvent qu'être enjouées, car mon beau-frère est quelqu'un de très drôle, tout en restant respectueux. J'avais l'impression de revoir Amélie et Éric pendant la guerre. Car Stéphane a eu l'air très sensible au charme de mon amie, ravissante blondinette aux yeux noisettes, avec des taches de rousseur sur le nez, qui, pour l'occasion, avait retrouvé ses rudiments d'allemand, un peu oubliés au long des années. 31 décembre 1948. Pour ce réveillon du jour de l'an, j'ai demandé à Johan d'amener aussi son amie, si elle le voulait bien. Et apparemment, Lucie, car tel est son prénom, a accepté l'invitation puisqu'ils ont débarqué tous les 2 avec Amélie. Seuls les Cottard sont absents. Ils passent le réveillon de la Saint-Sylvestre avec la famille de Pierre. Faustine semble heureuse de retrouver Stéphane, son complice du week-end de Noël. Et nous découvrons Lucie, une jolie brunette aux yeux bruns qui ne manque pas d'aplomb. C'est ce qui a charmé Johan, car son ami dit ouvertement se moquer du qu'en dira-t-on face aux remarques qui lui sont faites depuis qu'elle sort avec son boche. Elle a eu auparavant un fiancé, qui était, d'après ses dires, plutôt violent, et a rompu avec lui pour cette raison. Lorsqu'elle avait rencontré Johan, son accent ne l'avait pas fait fuir. Elle avait au contraire accepté de le revoir, et c'est grâce à elle que nous avons su qu'elle vivait avec lui dans son garni depuis quelque temps. Lucie est une fille courageuse, qui fait fi du qu'en dira-t-on, et qui a la riposte facile.
Je l'imagine bien remettre à sa place celui ou celle qui lui fait une réflexion à propos de sa liaison avec son homme. Elle l'a d'ailleurs fait comprendre à sa propre mère. So Johan n'est pas un nazi. Point final. Les deux nouveaux couples ont beaucoup dansé ensemble toute la soirée. Amélie, toujours aussi songeuse, s'est néanmoins décoincée pour danser avec les jeunes hommes présents. Logiquement, Eric devrait revenir à Paris la semaine suivante. Ceci explique cela. Même les plus âgés dansent avec nous sur des musiques qui leur conviennent, comme À Paris de Montand, Les Amants de Paris de Piaf, Mademoiselle de Paris de Jacqueline François, ou du côté américain Don't Explain de Billie Holiday, Rambling Rose de Perry Como ou Why Can't You Behave de Cole Porter. Les fans de swing s'en donnent à cœur joie sur Good Rocking Tonight de Roy Brown. Les deux frères Zalderman se montrent aussi doués l'un que l'autre sur ce genre musical. Johan s'est aussi beaucoup amélioré, comme il nous le démontre avec Lucie, sur des swings qui ont marqué les années 40, comme ceux des Andrews Sisters avec ou sans Glenn Miller, ou bien sur des titres de Benny Goodman.